Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Clémence Germain. Clémence Germain, tu es designer industriel. Alors, designer industriel, on sait pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais me dire ce à quoi ça correspond? Bonjour, alors design industriel, je travaille pour différents types de clients qui développent des objets, des produits, quel que soit le genre de produit. Ça peut être, moi je travaille beaucoup pour des jouets ou pour des objets connectés ou des objets pour la santé. Donc ils ont une idée d'un produit qu'ils vont vendre et ils font appel à moi pour leur faire l'ergonomie et le look du produit en fait, donc le design de leur produit. En tant que designer industriel, j'ai aussi la spécificité du coup d'avoir des notions sur la réalisation industrielle du produit. Donc je ne vais pas seulement faire un objet qui va être joli, artistique, mais penser aussi à la manière dont il va être fait, dans quels matériaux et avec du coup une capacité à échanger avec les bureaux d'études mécaniques ou électroniques pour faire un produit viable. Ok, super. Alors, concrètement, comment ça se passe quand quelqu'un t'appelle, quand une entreprise t'appelle, le premier contact, c'est quoi? Ils arrivent avec, je sais pas, moi, voilà, un fer à repasser, un objet, quel que soit l'objet. Et comment démarre votre relation? Alors, très souvent, les entreprises m'appellent avec déjà une idée de produit en tête. Soit c'est une start-up dont l'entreprise entière est seulement basée sur la vente de ce produit et ils ont déjà un concept, ils ont déjà fait beaucoup de recherches. Il ne leur reste plus qu'à avoir la forme et l'ergonomie. Soit c'est des plus grands groupes qui vendent déjà beaucoup de produits et qui veulent en avoir un nouveau sur leur étagère. Et dans ces cas-là, ils n'ont pas forcément l'idée du produit défini, mais on peut bosser ensemble sur quels sont les besoins et quels nouveaux produits on peut sortir avec eux. Donc ça dépend. Des fois, j'ai vraiment que de la forme à faire et de l'ergonomie. Et des fois, ça inclut aussi toute une partie de recherche en amont, de recherche des tendances, de l'existant, essayer de définir les besoins avec mon client. C'est très varié, donc c'est pour ça que je travaille sur des projets des fois qui peuvent durer juste une semaine avec un travail d'exécution très rapide ou d'autres projets qui vont durer 6 mois à 1 an de développement complet d'un nouveau produit. D'accord, alors je prends un petit peu la balle au bon. Tu peux nous parler justement de ton parcours depuis la sortie de tes études, depuis ton diplôme, avec quel type d'entreprise tu as travaillé, quel statut tu avais, comment ça se passait tout ça? Alors, j'ai fait d'abord mes études, c'était une école en 5 ans, à l'école de design Nantes Atlantique. J'ai terminé par un master qui s'appelait Innovation responsable. Donc, dans ce master-là, on se focalisait surtout sur des problématiques de design environnemental ou de design autour de la santé et de projets sociaux. Ça a du coup légèrement orienté les projets que je trouve aujourd'hui et mon parcours professionnel. Après mon diplôme, j'ai directement travaillé pendant 2 ans dans une start-up qui s'appelle Leka. On a développé un petit robot pour les enfants autistes. L'objectif du robot, c'était d'être une plateforme de jeu et d'apprentissage pour les enfants autistes. Là, c'était un travail assez particulier parce qu'on est une toute petite équipe en start-up. Donc, en tant que designer, je pouvais travailler aussi bien sur quelque chose de très industriel, la forme du robot, la mécanique à l'intérieur, l'intégration des éléments électroniques, tout comme faire de la communication, du graphisme, le site internet, la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était très global. Et j'ai aussi travaillé sur le graphisme de l'application. C'est le petit robot qu'on voit défiler là sur mon site, la petite boule. Donc j'ai aussi fait pas mal du UX/UI chez Leka. Donc ce qu'on va dire, c'est que j'étais plus forcément designer produit ou designer industriel, mais designer global. Après cette expérience de 2 ans chez Leka, j'ai complètement changé de structure. J'ai travaillé pendant 1 an dans une entreprise qui s'appelle Technicolor, chez qui on développait des box internet et tout type d'objets connectés pour le multimédia pour la maison.
Donc là, on en voit 2 exemples, la box rose et puis plus haut, il y a un routeur Wi-Fi en forme de triangle. Là, c'était complètement différent la manière de travailler, c'est-à-dire qu'on avait en général 1 semaine pour développer un produit. Le produit, il était déjà quasiment terminé d'un point de vue industriel, mécanique et toute l'électronique qu'il y avait à l'intérieur était fixée. Donc nous, en tant que designer, on avait beaucoup moins de marge de manœuvre. Il fallait juste qu'on fasse une coque autour et puis on pouvait aussi challenger les ingénieurs en leur disant bon, on aimerait bien faire une coque plus petite. Est-ce qu'on pourrait déplacer certains éléments pour rendre le produit plus compact? Mais c'était un objectif de rendement moins orienté sur l'innovation et sur la réflexion sur comment l'utilisateur final va l'utiliser. Enfin, voilà, fallait aller vite. Donc c'était 2 expériences très très différentes d'un bout à l'autre du design. Et donc suite à ce travail chez Technicolor, j'ai eu l'opportunité, enfin mon CDD s'est terminé chez Technicolor et je l'ai pris comme une opportunité pour essayer de me lancer à mon compte. D'abord parce que j'ai eu un premier client et les choses se sont faites au fur et à mesure. Je me suis pas vraiment dit allez, je me lance en auto-entrepreneur. Mais j'ai eu un premier client et puis ensuite un deuxième et les choses se sont fait que ça m'a plu d'être auto-entrepreneur et maintenant j'ai envie de continuer et travailler comme ça. Et les projets sur lesquels je travaille actuellement sont du coup assez variés aussi, mais un peu à l'intérieur d'une extrême à l'autre, entre le petit projet start-up où il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler et puis d'autres projets sur lesquels je vais avoir 1 semaine pour faire quelque chose, exécuter un travail de 3D rapide pour la production. Là, par exemple, la bague à Manille qu'on voit défiler, c'est un projet assez particulier. J'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça, mais c'est un client qui m'a dit, c'est une start-up, il veut développer cette bague, mais aujourd'hui, il n'a encore pas du tout la moindre idée des éléments électroniques à intégrer à l'intérieur. Il n'a pas encore de partenaire industriel ou de partenaire électronique. Donc, il est venu vers moi en me disant qu'il avait besoin d'une image d'une bague pour lever des fonds, pour montrer cette bague à des potentiels investisseurs, mais sans pouvoir me donner aucune contrainte pour le design. Donc, je devais juste lui faire, en quelques jours de travail, un design complètement hypothétique qui changera le jour où il aura levé ses fonds et qui saura qu'il faut mettre effectivement une LED à tel endroit, que le micro fait telle taille, donc augmenter un peu la taille de la bague. Là, c'était vraiment la première fois que je travaillais pour un client où j'avais peu de temps, mais pour faire quelque chose, j'invente complètement. Et donc, ça, voilà. Qui a été réalisé ou alors c'est uniquement… Là, c'est que de l'image, ce produit-là. Que de l'image, d'accord, voilà. Okay. C'est le seul qui est comme ça. C'est vraiment la première fois et la seule fois que je travaille sur un projet de cette manière-là où c'est qu'une image pour que le client puisse lever des fonds. Donc, c'est en quelque sorte un faux produit, on va dire. Enfin, je travaillerai avec lui par la suite pour pouvoir le rendre réalisable une fois qu'on aura la moindre idée de toute l'électronique qu'on doit mettre dedans. D'accord. Tu peux nous balayer alors rapidement les autres produits que tu as créés. Je vois cette sorte de la capsule, par exemple. C'est quoi cet objet? Alors, capsule, c'est pour un client qui est également une start-up qui développe une sorte… entre le bracelet et le porte-clés. En fait, le principe, c'est qu'on puisse le mettre comme on veut, soit en bracelet, soit en porte-clés. Dans la petite capsule qui est au milieu, la petite pastille vert pâle, c'est une puce qui contient les données de santé de la personne qui porte cet objet. Donc, l'idée, c'est que la personne va porter cet objet soit pendant une course, un marathon, soit en parachute, enfin quelque chose de sportif avec un certain risque à la clé, pour que les secours, s'il arrive quoi que ce soit, les secours puissent tout de suite avoir les données du carnet de santé de la personne qui secourt sur cet objet. Là, c'est un produit qui est encore en cours de développement, donc les images, c'est des images de concept.
mais ils sont en train de le travailler pour le fabriquer. Donc, je n'ai pas encore de photos, mais c'est un produit encore en cours. Donc, ça fait quelques mois que j'ai commencé avec eux et on est toujours dessus. Voilà. Donc là, le travail s'est fait de manière plus linéaire que pour la bague, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs étapes je propose des concepts, on en choisit un, on développe un concept. Oui, alors celui-là, c'est mon tout premier projet en tant qu'auto-entrepreneur. Je pense qu'on peut appuyer sur retour pour... Voilà, oui. J'allais dire, je ne peux pas montrer. Certains travaux étaient protégés d'un mot de passe. Est-ce que c'est parce que tu as une demande de confidentialité de la part de tes clients? C'est ça? C'est ça. Là, en fait, les projets que j'ai sur mon site, c'est soit ceux qui sont terminés, soit ceux qui sont en cours, mais suffisamment avancés. Mais là, pour Charade, par exemple, j'ai en effet un accord de confidentialité, mais qui n'a pas... j'avais le droit de montrer une image de recherche pour pouvoir parler de ce projet, ou pouvoir juste avoir un projet en plus sur mon site. Mais j'en ai d'autres qui ne sont pas du tout visibles parce que je travaille dessus en ce moment et tant qu'il n'est pas terminé et sur le marché, je n'ai pas le droit d'en parler ni de le montrer. C'est souvent le cas puisque à partir du moment où on développe un produit, c'est vrai que toute la concurrence peut le développer. Et même parfois, dans certains contrats, on vous demande de ne pas montrer tout court le produit, même fini. Voilà. Oui, là, il y en a beaucoup qui sont pas montrés du tout. Après, moi, en tant que... pour pouvoir vendre mon travail, il faut quand même que je puisse montrer un maximum ce que je fais. Donc, on arrive toujours à trouver un compromis au moment de signer ces fameux accords de confidentialité, faire attention à ce que je puisse bien le montrer assez rapidement quand même à partir du prototype ou à partir du moment où vraiment il sera sur le marché. Enfin, faire attention à ce que ce ne soit pas un accord de confidentialité qui nous interdise de montrer quoi que ce soit pendant 5 ans, par exemple. Là, ce serait embêtant parce que j'aurais plus de mal à trouver des clients sans pouvoir montrer. D'accord. Tu peux revenir un peu rapidement sur le process, en fait, on va dire complet que tu pourrais avoir avec un client entre le premier rendez-vous et la production du produit, en quelques mots? Oui, alors ça varie tellement d'un client à l'autre que là, je vais faire un peu une moyenne. Donc en général, au premier contact, comme c'est une entreprise qui existe déjà, ils ont déjà une idée, ils ont déjà un marché, une cible de personnes pour qui ils veulent développer un produit. Donc ils viennent, ils m'exposent leur idée et le produit qu'ils veulent développer. Et moi, je leur propose de travailler en plusieurs phases. Il y a toujours une première phase de recherche. Moi, j'en profite pour me mettre dans le produit, pour regarder ce qui se fait, regarder la concurrence, faire de la veille et de la veille esthétique. Parce qu'en général, on va me demander de développer quelque chose que j'ai jamais fait avant. Ça arrive très souvent. Et donc, je me plonge un peu dans le produit, je me renseigne et je propose d'abord quelques pistes à mon client à ce moment-là. On en discute. Donc, voilà, plusieurs étapes. Je me permets de te couper. Les pistes que tu présentes, elles sont sous quelle forme? Alors, à cette étape-là, ça va être d'abord des dessins. Je vais trouver des images de produits existants, de produits inspirants. Ou pas de produits du tout, mais des images d'inspiration et que je vais regrouper en plusieurs pistes créatives et puis à ce moment-là faire des premiers croquis. Là, c'est encore très vague, c'est encore trouver une piste, donc il n'y a pas vraiment c'est encore pas concret. Ok, donc les croquis, tu les fais, c'est sur papier, c'est via une tablette graphique, comment ça se passe? Oui, moi je travaille beaucoup avec une tablette graphique parce que ça va plus vite et c'est plus propre. C'est vrai que j'ai un peu perdu la main du dessin papier, j'en fais encore un peu, mais voilà, pour faire une présentation qui en jette un peu, parce qu'en plus c'est le premier moment où le client voit ce qu'on a fait pour eux. Et ça arrive aussi que dans les devis, ils demandent que je rajoute une ligne après le premier rendu, si le client n'est pas satisfait, il a le droit d'arrêter la mission. Donc en fait, cette étape-là est primordiale parce que je ne peux encore pas montrer grand-chose, je ne peux pas leur montrer un produit fini
parce que j'ai encore besoin de discuter avec eux en leur proposant différents axes pour bien analyser ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie, avant de proposer des pistes de produits. Mais je peux pas leur montrer encore le waouh, voilà les belles 3D que je sais faire. Donc c'est assez difficile. Donc, j'essaye de faire des beaux dessins et de rajouter vraiment une recherche derrière pour leur montrer que designer, c'est pas juste faire des dessins ou faire de la 3D, mais c'est aussi la capacité d'analyse qu'on a derrière. C'est-à-dire que des fois, ils ont une idée en tête de faire un produit d'une certaine manière, mais je peux leur dire vous voulez faire le produit de cette manière-là parce que vous avez soulevé ce besoin, mais moi je pense que pour répondre à ce besoin, en fait, il y a une autre manière. Et donc leur proposer là différentes pistes. Voilà. Donc c'est le moment de leur faire comprendre aussi que je peux réfléchir et pas juste exécuter leurs besoins. D'accord. Donc, passer la proposition des dessins, j'imagine qu'il y a un axe qui est défini avec le client. C'est ça. Moi, là, ça me permet d'avoir vraiment eu une conversation intéressante avec eux et d'avoir compris ce qu'ils ont envie d'avoir, la direction qu'ils veulent prendre. Et donc, on choisit un de ces axes-là, une de ces pistes. Ça peut être un mélange des différentes pistes que je leur ai proposées ou juste purement une des pistes proposées. Et je vais du coup leur proposer, en fonction de leur budget, 1, 2, 3 ou plus concepts à ce moment-là. Là, ça va être un concept que je vais faire en 3D qui aura tout l'air d'un produit réel, sauf que je n'aurai pas creusé derrière la manière dont il va être fabriqué, pas en détail. Mais voilà, tous les éléments qu'il doit avoir dessus, s'il faut qu'il y ait un bouton, une LED, des poignées, quoi que ce soit, là, ce sera déjà dessus. Donc, comme ça, le client peut aussi se projeter. C'est vrai que des fois, c'est difficile pour un client de se projeter tant qu'il n'a pas vu réellement le produit sous les yeux. Donc, on a des fois du mal à discuter. Si je leur dis si on peut mettre une poignée par là, ils n'arrivent pas forcément à l'avoir en tête. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses du passé du client, enfin des études ou de son métier. Faut réussir à avoir des images assez claires pour installer un dialogue où il n'y a pas de malentendu entre nous. Donc ces concepts-là servent vraiment à baser des idées concrètes. Et le client va en choisir soit un concept directement, et puis on va creuser ce concept-là par la suite, soit choisir un bout d'un concept, un autre bout d'un autre, et puis par la suite, je ferai l'assemblage. Ok, donc quand tu continues le travail, donc la suite, c'est pour le coup la réalisation 3D du produit, c'est ça ? Voilà, donc j'ai déjà normalement un peu de 3D qui sont faites en phase 2, mais qui sont assez... vague dans les détails. En phase 3, là, je vais vraiment concrétiser le produit, rajouter tous les détails, ne serait-ce que pour la fabrication, par exemple, si on a une pièce, un objet qui doit être moulé, bon, il faut choisir où est-ce que je vais mettre le plan de joint. Voilà, ça va être beaucoup plus de détails techniques. Et puis, de faire une 3D qui va pouvoir être ouverte par un bureau d'études électroniques ou mécaniques. Bon, en général, ça ne se passe pas d'une manière aussi linéaire. C'est-à-dire qu'en phase 2, on va avoir plein d'allers-retours. En phase 3 aussi, plein de boucles. Peut-être qu'en phase 3, on va repartir un peu en phase 2. Enfin, c'est... Alors, c'est quoi la phase 3 pour le client, c'est comme ça, mais... Comment ? C'est quoi la phase 3 ? Ah, c'est ce que je disais. Oui, la phase 3, c'est on choisit un des concepts et puis j'en fais une 3D plus détaillée. Donc, c'est finir le produit, en fait. Normalement, en fin de la phase 3, on est prêt à lancer une production de prototype. Okay. Après, il y a encore une phase 4 qui est, une fois que le prototype est validé, moi, là, j'interviens plus beaucoup, mais je suis toujours là quand même pour vérifier, un peu comme un directeur artistique, que les choix ingénieurs qui sont faits à ce moment-là ne dénaturent pas le design ou choisir différentes pistes si ce que j'ai fait en tant que dans mon design n'est pas le plus optimal pour la méca. Bon, il y a un peu d'aller-retour, mais c'est moins... je travaille moins à ce moment-là, c'est plus du suivi. D'accord.
Voilà, Tu peux être amené aussi justement à faire des sorties 3D, d'impression 3D pour pouvoir avoir l'objet en main? Oui, j'ai 2 imprimantes 3D à la maison. Donc, je fais en général des petits prototypes dès la phase 2. Ça permet déjà de pouvoir privilégier entre les différents concepts que je fais, lequel est réellement mieux une fois qu'on le voit en 3D. Ça marche bien quand je fais un petit objet. Si je travaille sur un plus gros objet que je ne peux pas imprimer en 3D, c'est moins évident. Mais après, je me débrouille aussi souvent pour faire des maquettes avec du bois en découpe laser. Enfin, c'est quand même important cette étape de maquette. C'est rare qu'on le fasse vraiment dès la phase 2. En général, ça va plutôt être en phase 3 pour des questions de budget parce que tout simplement, des fois, on a un produit qui est suffisamment simple pour pouvoir se l'imaginer. Mais ouais, la maquette, quand même, j'en fais beaucoup. Après, moi, avec mon petit studio d'auto-entrepreneur, je suis quand même très limitée. Donc, ça va être une maquette de principe pour valider des volumes. Mais après, on travaille très vite avec un prototypiste professionnel pour faire quelque chose de plus réel. D'accord. Donc, on voit vraiment que le métier est très complet, finalement, et qu'il y a beaucoup d'étapes différentes à réaliser entre la créativité, les aspects techniques, les différentes contraintes, le relationnel client. Alors, c'est un métier, enfin moi, c'est ce que je constate, qui est peu connu, en fait, le designer produit ou le designer industriel, et qui n'a pas forcément le vent en poupe, alors que c'est l'un des métiers où il y a le plus de débouchés dans les domaines du design. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Toi qui es passé, qui a fait du global design, qui est passé par l'UI design, donc qui pourrait être designer graphique quelque part, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à faire plus du design de produit et qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui se posent la question finalement, qui sont passionnés par le dessin ou par le graphisme, par l'idée de concevoir des choses, mais qui ne connaissent pas bien ce métier? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les conseiller déjà et puis les éclairer un petit peu sur ce domaine-là? Alors, moi, j'ai dès le départ pris la direction du design produit et du design industriel presque dès ma 2e année de design. Et parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Au final, je suis restée dedans par intérêt, je pense. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, si je voulais aller vers la facilité et trouver un travail plus facilement, j'aurais peut-être fait plus de l'UX/UI. Mais dans mon domaine de design industriel, là où je me suis positionnée, j'ai beaucoup de travail. Parce qu'il faut pas... parce qu'il y a vraiment ce côté industriel qui est important en fait. C'est pour ça que des fois je me vends plus design industriel que design produit, parce qu'il y a énormément de designers ou de global designers qui font un petit peu de tout, mais sans forcément creuser très loin dans l'industriel. Et là où j'ai trouvé du coup un moyen de me spécialiser, c'est que j'utilise des logiciels 3D comme SolidWorks, par exemple, qui sont ceux qu'utilisent aussi les ingénieurs. Et parce que je me suis intéressée et que je m'intéresse toujours à tout ce qui est process de fabrication industrielle. Et j'ai l'impression que du coup, les clients qui me contactent aujourd'hui ont hésité entre pas mal de designers, mais au final se sont dit on va travailler avec Clémence parce qu'il y a ce petit plus de design industriel qu'on ne trouve pas énormément dans tous les designers. Après, sur le graphisme, du coup, tu me demandais comment conseiller quelqu'un qui est... Alors, pas que sur le graphisme. En général, l'idée, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le design, que ce soit du design graphique Alors, du coup, voilà, partant de mon expérience, j'ai l'impression que c'est assez intéressant, en tout cas au moment de vendre son profil, d'avoir une spécialité. Tout comme ça m'a aussi aidé de savoir faire du design de manière globale. Mais pour trouver un client et pour attraper ce client, j'ai l'impression qu'il faut avoir une spécialité, donc de designer industriel, où moi je me vends un peu plus technique que la moyenne, on va dire. Et ensuite, une fois que j'ai travaillé sur leur design industriel technique, je peux leur dire que je travaille aussi de manière plus globale sur des projets. Donc si je vais faire un design, un produit connecté,
Je vais travailler sur la forme de l'objet connecté, l'incrustation des éléments électroniques à l'intérieur. Mais en général, l'objet connecté vient avec une application. Et là, du coup, je peux, après avoir déjà eu un premier bon contact, une première mission avec ce client, leur dire, si vous voulez, je peux aussi prendre en main l'UI et l'UX de votre appli. Donc ça, j'ai quelques clients avec qui ça s'est passé comme ça. Donc voilà, se vendre avec une spécialité et puis ensuite sortir un peu tout son éventail pour avoir du travail. Super, je pense que c'est en effet une excellente stratégie. Dernière question, tu as été salariée, maintenant tu es indépendante. Avantages, inconvénients des deux situations, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui, comment tu vois les choses? Alors aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'être indépendante et j'ai envie de continuer. C'est vraiment un choix. Je pense pour moi, c'est pas uniquement le côté liberté. Tout le monde va dire la liberté, je peux prendre mes jours de congé quand je veux. Dans les faits, il y a beaucoup de boulot et on ne prend pas tant que ça les jours de congé qu'on veut parce que si on a un gros dossier qui arrive et qu'on a envie de le faire, faut le faire au moment où le client le veut. Mais pour moi, mon gros avantage, c'est de travailler sur des projets variés. D'avoir aussi bien des petites startups, des gros groupes, des petits objets. Par exemple, je travaille pour une marque en ce moment qui fait du jouet en bois, donc des objets un peu artisanaux ou des objets très connectés et industriels. Donc moi, ça me plaît de jongler d'un projet à l'autre qui soit très différent. Ça me laisse aussi du coup le temps de m'organiser comme je veux pour faire d'autres choses. Par exemple, je fais du bénévolat pour une association qui s'appelle Precious Plastic, qui est une association qui récupère des déchets plastiques non recyclés, les broie et les font fondre pour faire des objets. Donc, ils développent des machines qu'on peut faire soi-même en fait avec un four, une presse. Donc, je fais un peu d'objets avec cet asso-là quand je suis entre deux projets ou que j'attends qu'un devis soit signé. L'avantage, c'est que j'aimerais bien aussi faire de l'enseignement, par exemple. Voilà, m'enrichir de plusieurs types de projets et ne jamais m'ennuyer. Donc, ce que j'avais comme point négatif en salariat, c'est que souvent, il y a un moment où je m'ennuyais. On travaillait sur le même genre de projet, la même cible, les mêmes contraintes. Chaque design était un peu le même à chaque fois. Un peu difficile de se renouveler. Voilà. Là, c'est plus le cas. Et autre point aussi qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis vraiment dans le design industriel et c'est ce qui me plaît. Là, du coup, quand un client vient me voir, c'est vraiment pour une demande de design industriel. Quel que soit ce que je vais lui vendre après, je peux choisir de ne pas lui faire son PDF de présentation. Chose que quand en salariat, de temps en temps, je faisais beaucoup de design industriel, mais assez régulièrement, il fallait aussi faire un support de communication, un flyers, des choses qui, moi, personnellement, m'intéressent un peu moins. Et là, je choisis. D'accord, donc c'est cette liberté d'action et cette diversité que tu as en tant qu'indépendante. D'accord. Voilà. Écoute, un grand merci pour toutes ces informations, tout ce qui peut nous éclairer justement sur le métier de designer industriel et designer de produits. Si on veut voir ton travail, où est-ce qu'on va? Alors, j'ai mon site que tu as partagé tout à l'heure à l'écran. Sinon, je suis sur LinkedIn, tout simplement. D'accord. Donc, ton site internet. Instagram, je partage surtout mes petits trucs perso. D'accord. Alors, je veux donner les références, on les mettra bien sûr en description. Mais ton site internet, donc, c'est clémencegermain.myportfolio.com. Et puis ton LinkedIn pour le coup, pardon, pas ton LinkedIn, c'est un LinkedIn ou c'est un... Oui, j'ai LinkedIn aussi, ouais. Écoute, on mettra tout ça de toute façon dans la description, comme ça les personnes qui
qui ont été intéressés par ton travail pourront regarder ça plus en détail. Un grand merci encore à toi pour ce partage et puis à toutes et à tous, comme d'habitude, restez créatifs.